Troisième partie de la vidéo de révision. Alors, ça va comme suit. Donc, on va parler du système digestif, mais surtout du système nerveux et de la cellule. Donc, voilà, c'est ce qui nous attend. On se lance là-dedans. Donc, commençons avec le système digestif. On va regarder un peu l'anatomie, les organes et leurs fonctions. Ok, donc, on peut s'imaginer un peu un trajet à travers tout cela. Donc, tout commence au niveau de la nourriture rentre par où? Elle rentre par la bouche. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la bouche? Nous avons des dents, une langue et des glandes salivaires. Donc, les dents et principalement les dents vont faire une transformation physique. Donc, ils vont venir couper en petits morceaux la nourriture que tu as mis dans ta bouche. Donc, ce système-là s'appelle la mastication. Ensuite, les glandes salivaires ont de l'amylase qui vont venir faire une première transformation chimique qui va venir couper les sucres, donc l'amidon qu'on y retrouve. Ça fait en sorte que tu vas devoir déglutiner, donc faire un petit bol alimentaire qui va devoir passer au niveau de l'œsophage. Donc, lorsqu'on vient avaler le tout, ça va passer au niveau de l'œsophage. Et ce qui se passe à l'œsophage, c'est qu'on doit venir faire pousser le bol alimentaire. Donc, un bol alimentaire, c'est tous les petits morceaux mélangés ensemble de ta bouchée, avec un peu de salive, etc. Donc, les muscles qui sont au niveau de mes points rouges présentement, ils vont venir se relâcher. Tandis que les muscles qui seront au niveau de mes points rouges en haut vont se contracter, vont se forcer. Ce phénomène s'appelle le péristaltisme. C'est le phénomène où est-ce que les muscles vont travailler pour pouvoir venir faire descendre le bol alimentaire. Ça va tomber au niveau de l'estomac. Qu'est-ce qui se passe dans l'estomac? On vient brasser pendant 4 heures. Okay. Il y a aussi le suc gastrique qui vient couper les protéines, donc vient faire une transformation chimique. Ensuite, lorsque l'estomac va tout envoyer au niveau de l'intestin grêle. Mais avant de l'envoyer dans l'intestin grêle directement, il va y avoir quelques acteurs. Le foie, qui vient faire de la bile, va entreposer toute la bile et lui aussi, il va venir mettre de la bile dans le bol alimentaire. Ensuite, on va y avoir le pancréas, qui est une autre glande, va venir également mettre du sucre pancréatique qui va se jumeler au parthé. Et finalement, vu qu'il n'y a pas assez d'invités, il va y avoir la glande intestinale qui va aussi ajouter le sucre intestinal. Et tout ça va être brassé, péristaltisme, à travers tout l'intestin grêle et qui va venir absorber les nutriments. Okay? Donc le glucose, les acides aminés, les acides gras, le glycérol, etc. Et tout ça va ensuite tomber dans le gros intestin où c'est l'absorption principalement dans le gros intestin de l'eau et des minéraux, etc. Tout ce qui n'a pas été absorbé va être envoyé au niveau du rectum et de l'anus et va être sorti de manière fécale. Fait qu'est-ce qui est important de se souvenir? Un peu les actions de chacun et le schéma. Ensuite, on va discuter un peu des aliments. Les lipides sont un peu les matières grasses, de l'huile, des avocats, le poisson, etc. Donc, ces lipides-là, c'est des réserves d'énergie à long terme. Donc, ça fait en sorte qu'à un moment qu'un mammouth te court après, tu vas avoir une grande dose d'énergie qui va venir des lipides que tu vas venir brûler. Il y a la matière grasse. Fait que c'est beaucoup d'énergie, mais qui sont mis en mode réserve. Les protéines. Vous savez, quelques exemples qu'on peut y trouver, le poulet, le steak, les légumineuses, etc. On les retrouve. Eux, ils servent à venir réparer les muscles, les os, les tissus. Tandis que les glucides, eux, c'est une énergie instantanée. Tu prends un gros paquet de sucre, tu te mets à courir, tu ne te tiens plus, mais ça dure 5 minutes. Tandis que les vitamines et les minéraux, qu'on les retrouve dans principalement les fruits et légumes, eux, ils vont venir servir de régulateurs. Donc, ils vont venir régulariser ton métabolisme pour que tout fonctionne bien. Donc, voilà. D'un coup on a tous digéré ces aliments-là, puis sont à un niveau de nutriments. Okay? Ça fait en sorte que qui va venir les utiliser, c'est les cellules. Les cellules, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont venir faire la combustion cellulaire. Donc, ils vont venir prendre un oxygène. Mettons, si j'ai une cellule ici, il va y avoir de l'oxygène dans le liquide interstellaire, il va y avoir un glucose, il va prendre les deux, puis il va le mener à un de ces organeles qu'on nomme la mitochondrie. Okay? Donc, la mitochondrie, elle,
c'est elle qui vient créer tout ce qui est l'énergie pour tous les mouvements de ton corps, de tes organes, etc. Et il va faire de la chaleur. Il va rejeter comme déchet de l'eau et du CO2. Le vrai déchet, c'est le CO2 parce que si on en a en trop grande quantité, ça peut être toxique. Ça va scanner du glucose. Donc, le glucose, le glycérol, les acides gras font la même formule. Fait que d'un coup, ils sont mélangés avec de l'oxygène qui passe dans la mitochondrie, ils vont venir former de l'eau, de l'énergie et du CO2. Puis le CO2, c'est le déchet de tous ces trois-là. Il y a une exception à la règle. Quand on a, je vais l'écrire ici, un acide aminé avec de l'oxygène, ben, on le passe dans la mitochondrie, ça va venir faire de l'H2O, du CO2, de l'énergie, mais, et voici le petit anneau de l'histoire, des déchets azotés. Fait que c'est à se souvenir de tout ça. Ensuite, le cœur. On a vu que dans le cœur, il y a les veines, c'est ceux qui servent à venir ramener le sang. Okay? Donc, ça fait en sorte que une veine ressemble grosso modo à ceci. Une veine a des petites valves. Ça fait en sorte que quand le sang pousse, quand le cœur pousse le sang, mais le sang ne peut pas retomber vers l'arrière. Fait que les veines sont vraiment utiles pour pouvoir ramener tout ce qui est le sang. Tandis que les artères, c'est des parois qui sont vraiment épaisses. Okay? Fait que quand le sang passe, il peut passer avec une grande pression. Ça va ne pas abîmer les parois parce qu'ils sont conçus pour cela. Okay? Donc, veine, artère. Maintenant, tout le sang qui est récolté du corps ou de la tête arrive par les veines caves supérieures et inférieures. Ils vont tomber dans une section qu'on appelle les oreillettes. Lorsque les valves ouvrent, le sang va tomber ici et va tomber dans un ventricule. Un ventricule, c'est le muscle du cœur qui va venir compresser. Il va venir faire une pression et qui va sortir tout dans les artères pulmonaires. Qu'est-ce qui se passe au niveau des poumons? Ils sont réoxygénés et le sang va changer de couleur. Fait qu'avant, il était bleu. Et maintenant, ensuite, il va revenir rouge. Il va revenir par les veines pulmonaires qui ramènent le sang, encore une fois. Les valves ouvrent, l'oreillette, le ventricule pousse, et il le pousse dans la horte qui va mener du sang oxygéné à tout le corps. Maintenant, le système excréteur. Nous avons les veines caves inférieures et la horte. La horte pousse le sang et le fait passer dans les reins, qui sont juste ici. Les reins vont faire une série d'actions avec les néphrons, l'hypophyse, qui vont venir calculer qu'est-ce qui est gardé, qu'est-ce qui est rejeté du corps. Ensuite, ça va tomber dans le calice, le bassinet et l'urétère. L'urétère va récolter toute l'urine qui a été faite par les reins et qui est tous récoltés au niveau de la vessie. Quand la vessie est rendue trop grosse, ben, ça fait en sorte que ça donne l'envie d'uriner et tu vas uriner à travers l'urètre et le méa urinaire. Ensuite, comment c'est possible de percevoir une odeur? Donc, on a des cils olfactifs. C'est eux qui vont transformer une molécule gazeuse qui est dans l'air en fait que des molécules gazeuses. Fait qu'il doit y avoir une odeur. OK? Rentre dans le nez. Fait que là, qu'est-ce qui se passe au niveau des cornets? Je vais utiliser une autre couleur, je ne l'aime pas. Fait que là, les cornets, fait qu'on veut bien s'assurer que l'odeur va être bien captée par les cils olfactifs. Fait que les cornets, c'est des petites bosses qui font en sorte que l'air va se mettre à tourbillonner. Fait que la même quantité d'air va revenir 3 à 4 fois dans les cils olfactifs. Les cils olfactifs vont capter les molécules gazeuses odorantes et ils vont créer un influx nerveux qui va être envoyé au niveau du cerveau. Donc, la zone ici, c'est le bulbe et la tache olfactive, c'est là où est-ce qu'il y a tous les cils olfactifs. Ainsi, le récepteur est le nez, les fosses nasales. Les transformateurs, c'est la tache olfactive. Le conducteur, c'est le nerf olfactif. L'analyseur, c'est le cerveau. En ce qui concerne des muscles, je vais utiliser peut-être une image un petit peu moins intense que celle-ci. Donc, au niveau du muscle, j'ai un muscle ici. Ensuite, j'ai un os. Oups. Je vais le dessiner ici. J'ai un os et ce qui relie les deux, c'est un tendon. Fait qu'en rouge, nous avons un tendon. Par la suite,
toute la section ici. On appelle ça un ventre qui est le muscle. Et la petite peau qu'on retrouve qui englobe tout le muscle, on l'appelle l'épimysium, donc la petite peau qui le retrouve au complet. Donc c'est juste trois distinctions à faire au niveau des muscles. Nous avons les schémas du système reproducteur masculin et féminin qui sont également à l'étude, sans entrer trop en détail là-dessus. Il pourrait y avoir aussi des questions sur le cycle menstruel, donc la série d'hormones et les actions qui sont faites par le corps de la femme pour pouvoir ovuler, etc. Donc ça fait en sorte que nous avons au début l'hypophyse, donc on a le cerveau, on a l'hypophyse, il envoie du FSH à travers les veines. Okay? Ceci, le FSH va activer l'ovaire et l'ovaire va se mettre à faire de l'estrogène. Donc, un ici et de deux, l'estrogène est créé. Quand que l'estrogène est fait, l'estrogène va venir développer, comme on voit ici, une cellule sexuelle. Elle le développe, elle le développe, elle le développe. Et ça fait en sorte qu'au cours de ce développement-là, ben, on crée de plus en plus d'estrogène. Comme on voit ici, on voit qu'il y a de plus en plus d'estrogène qui est créé. Maintenant, lorsque l'hypophyse va capter qu'il y a trop d'estrogène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire « Wow, minute! OK, on arrête le FSH, excusez-moi, et on va se mettre à sécréter du LH. Le LH va faire en sorte que ça va venir ovuler. Ah, l'information que j'ai oublié de vous mentionner. Au fur et à mesure que l'estrogène monte, au fur et à mesure que la paroi de l'endomètre commence à grossir. Au moment où est-ce qu'il y a ovulation, la paroi de l'estrogène, la paroi de l'endomètre reste stable à cause que c'est la LH qui est principalement dans le corps. La LH fait expulser, ben c'est la LH avec la progestérone, j'y arrive. Donc, la LH fait expulser l'ovule et la follicule qui était tout autour devient un corps jaune, comme nous pouvons voir ici et ici. Ce corps jaune se met à se détériorer, à dépérir. Toutes les petites particules qui sont dépéries retournent dans les vaisseaux sanguins et le corps jaune est fait principalement de progestérone, qui est une nouvelle hormone. Qu'est-ce qu'elle fait, cette hormone-là? Elle vient maintenir l'endomètre. S'il n'y a pas de fécondation, etc., ça fait en sorte que toutes les hormones vont se mettre à descendre. La femme va perdre son endomètre, elle va être dans ses règles et un nouveau cycle va recommencer. Aussi, au niveau du noyau, on retrouve de l'information génétique de l'être humain que tu es, dans son fonctionnement, mais aussi dans son apparence, à travers des chromosomes. Ces chromosomes-là, on en a 23 paires dans une cellule, ce qui fait en sorte que ça donne tout le code génétique. Si je regarde les deux chromosomes qui sont ici, ils sont deux copies pareilles, ils sont des chromosomes homologues. Si je prends un chromosome et je regarde une section, la section pourrait me donner une information sur mon corps, moi, mon aspect, peu importe. Donc, si je regarde la couleur des cheveux, ça serait un exemple. Il existe plusieurs types de couleurs de cheveux, tels que, et ceci va prendre la forme des allèles, avec des gènes dominants et récessifs, comme nous avons vu dans le dernier chapitre. Maintenant, on va tomber au système nerveux. Donc, première chose qu'on va distinguer, c'est qu'il existe plusieurs types de nerfs. Okay? Donc, il existe les nerfs rachidiens qui sont au niveau du corps. Il y a par la suite les nerfs crâniens qui sont au niveau de la tête. Okay? Donc, être capable de s'en souvenir et de les répertorier. Ensuite, nous avons les nerfs sensitifs, où est-ce que leur job, c'est de venir conduire une information sensorielle. Pourquoi je fais référence à une sensation sensorielle? Je fais référence au toucher, à l'ouïe, à la vue, à l'odorat, au goût. Par la suite, l'autre type de nerfs que nous avons, c'est les nerfs moteurs, qui vont venir activer un muscle ou une glande.
Par la suite, il faut se souvenir des... Donc, on doit connaître le trajet de tout ce qui est du système nerveux. Donc, ça fait en sorte que vous devez être capable de... Il y a tout le temps, dans un trajet, un début puis une fin. Donc, les débuts et la fin est souvent causé par quatre organes du système nerveux central. Le cerveau. À quoi sert le cerveau? Le cerveau est responsable de tous les mouvements volontaires. Donc, j'essaie de lancer un ballon, c'est un mouvement volontaire, donc c'est mon cerveau qui a pris cette décision-là. Les réflexions, les émotions, la mémoire, ça va. Et, super important, toutes les informations sensorielles. Fait que la vue, le toucher, l'ouïe, etc. est traité par le cerveau. Ensuite, nous avons le cervelet. Le cervelet sert à coordonner les influx nerveux pour qu'ils arrivent au bon moment. Okay? Mais il y a des gestes qu'on fait tellement souvent que le cervelet s'est mis à le mémoriser, tel que parler ou marcher. Ensuite, on a le tronc cérébral qui sert à toute la gestion à l'intérieur de ton corps. Donc, le rythme respiratoire, cardiaque, est-ce que ta vessie est pleine, les glandes, etc. Donc, tout ce qui est gestion de ton corps, tout ce qui est involontaire, parce que personne ne contrôle son cycle respiratoire, etc. Donc, c'est le tronc cérébral qui le contrôle. La moelle épinière est aussi responsable de certains mouvements involontaires, tels que les réflexes. On va le voir en plein détail un peu plus loin. C'est aussi la moelle épinière vient transporter la majorité des influx. J'aimerais ça vous faire, si on a un mouvement volontaire, regardons un peu le schéma ici. Si l'information a été prise par le cerveau, elle va passer par le cervelet, ensuite le tronc cérébral et la moelle épinière par la suite. Si ça se rend au cerveau, ça peut tout de suite, au visage, ça passera pas par la moelle épinière. Donc, il faut se souvenir que le cerveau est numéro 1, le cervelet est numéro 2, le tronc cérébral est numéro 3, et ensuite, peut-être pas, la moelle épinière. Aussi, si je suis pour interpréter une information sensorielle, c'est le toucher par exemple, ça va monter dans la moelle épinière, ça va passer dans le tronc cérébral, et ensuite ça va aller au cerveau. Ainsi, tous les mouvements sont faits par la moelle épinière. Donc, ça finit par le cerveau, mais c'est important de noter que ça passe pareil par le tronc cérébral. Un réflexe. Si, admettons, tu as une épine qui te frappe la peau, soit au niveau de la tête, qui est un nerf crânien, qui va être l'information, ou au niveau du corps. Fait qu'au début, on a un organe récepteur, qui est la peau. Il s'active et il va créer un influx nerveux qui va être transporté, cette information va être transportée par un nerf sensoriel. Cet nerf sensoriel-là va arriver au niveau de la moelle épinière ou du tronc cérébral, au niveau de la tête, au niveau du corps. Il va envoyer l'information au cerveau, mais il va prendre tout de suite une action. C'est un mécanisme de survie que nous avons développé à travers l'évolution pour augmenter notre survie. Il va tout de suite activer un nerf moteur parce qu'on va venir activer un muscle. OK? Fait qu'il va venir activer un muscle et ça fait en sorte que c'est le trajet d'un réflexe qui est soit au niveau de la tête ou du corps, tout dépendant si c'est un nerf rachidien crânien, tronc cérébral, moelle épinière. Ainsi, si je fais un petit exemple, regardons un petit exemple. Si je prends l'exemple de faire un high five, c'est un mouvement au niveau du corps. Fait qui a pris la décision, c'est un mouvement. Là, première question qu'il faut que tu te poses, c'est-tu volontaire ou involontaire? Le cerveau prend la réponse, prend le mouvement volontaire. Ça va ensuite passer dans le cervelet, le tronc cérébral, la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, ensuite, ça va aller au niveau du corps. Donc, le nerf rachidien qui va activer un nerf moteur. Fait que c'est un nerf rachidien moteur. On le met ensemble. Et qui va finir par activer un muscle qui va te permettre de faire un high five. Une autre situation qu'on pourrait avoir, c'est tu ressens de la chaleur. Mettons, tu te cognes l'orteil. OK? Ça fait mal. C'est involontaire. Donc, qui prend le message, c'est un organe sensitif qui va donner dans un nerf sensitif, crânien parce que c'est rachidien parce que c'est au niveau de l'orteil. Ensuite, ça va monter à la moelle épinière qui va passer dans le tronc cérébral et le cerveau va analyser
le toucher, donc la douleur. Donc voilà, ça fait le tour de toutes mes vidéos. Je vous souhaite une belle étude.